Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle série de panoramas. Aujourd'hui, et comme toute la semaine, nous sommes au centre-ville de Chamonix, comme vous le voyez juste à côté de la gare de départ de l'Aiguille du Midi. Et cette semaine, il sera question de météorologie, conditions, prévisions et tout ça pour en parler. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Gilles Bruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint au chef de centre Météo France des Alpes du Nord. Et avec vous, alors déjà, on va parler justement météo, climat. Est-ce que on va mettre les pieds dans le plat pour commencer? Vous pouvez nous faire un peu la distinction entre la météorologie, le climatologue, le prévisionniste. C'est pour les néophytes un petit peu tout la même chose, mais j'imagine que pour les experts du métier, il y a quand même des petites nuances. Oui, alors le prévisionniste météo, lui, on va dire qu'il va prévoir les conditions météo dans les prochains jours, dans la semaine. Le climatologue, c'est plutôt celui qui va regarder le temps qu'il a fait dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les dernières années, et puis même sur des plus longues séries, voir un petit peu comment le climat il évolue depuis des décennies, voire même par exemple sur Annecy, on a une série de mesures qui remonte à 1876, donc on peut voir l'évolution du climat vraiment sur des très très longues périodes. Justement, c'est des spécificités qui sont assez liées. L'un n'empêche pas l'autre. J'imagine qu'au sein des bureaux de Météo France, on retrouve des climatologues prévisionnistes. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont polyvalents, hein, qui vont faire de la climatologie et de la prévision météo, alors pas le même jour, hein. Alors on a aussi un autre job, je dirais, à Météo France, en zone montagne, mais c'est la prévision du risque d'avalanche. Alors, c'est un point sur lequel on va revenir d'ici quelques minutes. Je reviens juste sur le côté prévision. C'est une science obscure pour les néophytes que nous sommes. Comment on arrive aujourd'hui à deviner la météo qui va faire demain, hein, voire dans les prochains jours, voire aujourd'hui presque à une semaine? Quels sont les outils dont vous disposez aujourd'hui? Oui, alors on va parler d'aujourd'hui parce que c'est vrai, il y a quelques décennies, au siècle dernier, on va dire, on tapait sur le baromètre, hein, pour voir si ça montait ou si ça descendait. On est arrivé à faire une météo très grossière, on va dire au plus à 24 heures. Maintenant, on a des outils bien plus puissants qui permettent de faire des prévisions qui sont de meilleure qualité à plusieurs jours d'échéance que anciennement avec le baromètre, hein, à 24 heures. Donc en fait, ce qu'on appelle les modèles météo, c'est quoi un modèle météo? C'est un logiciel informatique donc, qui va travailler sur des ordinateurs super puissants, qui vont récupérer en fait toutes les infos météo qu'on peut récupérer sur toute la planète. Donc soit des mesures qui sont faites au sol de manière manuelle ou automatique, en permanence, hein. Donc il y a des stations météo qui envoient des mesures par exemple toutes les heures. Et on va récupérer aussi des données de ballons sondes. Il y en a quelques-uns. Donc en France, il y a 5 centres de radiosondage, hein, qui font des mesures 2 fois par jour. Et puis il y a les données satellitaires, bien sûr, qui permettent d'avoir des données peut-être pas aussi précises que les ballons sondes, mais sur toute la planète. Donc tout ça, c'est ingurgité dans l'ordinateur, qui se fait un petit peu un état initial de l'atmosphère. Et ensuite, il va prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, c'est pas du tout des statistiques, hein. En fait, c'est de la physique de l'atmosphère, des échanges de chaleur, des choses comme ça. Par exemple, on sait que s'il y a du vent à 40 km/h à 3000 mètres, la masse d'air qui se trouve ici à un moment donné, en fonction de la vitesse et la direction du vent, elle va se situer un petit peu plus loin, 1 heure après, par exemple. Il y a toujours un baromètre du coup à Météo France ou on Alors, l'utilise plus du tout? on a toujours des baromètres, hein. Donc il y a des mesures de pression atmosphérique qui sont faites dans le monde entier, hein, de manière automatique, et donc qui sont ingurgitées aussi comme d'autres données par ce fameux superordinateur. Alors, je reviens un petit peu sur le côté Alpes du Nord et même Haute-Savoie, vallée de Chamonix. On est dans un département qui a quand même des conditions très particulières avec forcément des hautes montagnes, des vallées, etc. Est-ce que j'imagine que ce n'est pas les mêmes modèles météo qui sont utilisés que ceux en plein centre de la France où il n'y a pas plus de relief que ça? Comment on arrive finalement à avoir cette spécificité? J'imagine qu'il y a un peu d'expérience qui parle. Oui, alors il y a besoin bien sûr de l'expérience des prévisionnistes pour améliorer en fait la prévision des modèles météo, et ça surtout en zone montagne où on a des microclimats qui à l'heure actuelle ne sont pas vus par les modèles météo, mais déjà à courte échéance, hein, notamment dans des situations particulières d'hiver, et d'autant plus à des échéances plus lointaines, à 2 jours, 3 jours, 4 jours. En fait, les modèles météo ne sont pas capables de voir les petits microclimats, notamment les effets dus aux vallées, qui sont beaucoup trop fines pour être vus par ces super ordinateurs, donc avec la puissance informatique qu'on a actuellement. Donc
En fait, on utilise exactement les mêmes modèles météo, hein, que ce soit en plaine ou en zone montagne. Mais voilà, il y a le prévisionniste qui va l'améliorer et qui va amener un plus pour la zone montagne. Et il faut savoir qu'en zone montagne, il y a autre chose. C'est qu'en fait, la prévision météo, c'est pas il y a des nuages, il n'y a pas de nuages, il pleut ou il neige, hein. C'est une prévision en 3D, hein, d'autant plus en Haute-Savoie. Hein, donc on monte quand même à 4810 mètres. Bon, 10, ça dépend un petit peu des années. Des fois c'est 11, des fois c'est 8. Mais voilà, donc si on prend l'exemple des précipitations, eh bien en montagne, en Haute-Savoie, il y a toujours un endroit où il neige quand il y a des précipitations. Au sommet du Mont Blanc, pour l'instant, il pleut pas. Il pleut jamais, quoi. Donc en fait, on va déterminer la limite pluie-neige. Donc c'est pas comme en plaine où on va dire il pleut, il neige. Et puis quand il y a des nuages aussi, eh bien notamment les gens qui vont se balader en altitude, ils ont besoin de savoir est-ce qu'ils vont être au-dessus des nuages, est-ce qu'ils vont être dans le nuage ou sous les nuages. Donc voilà, il y a la notion de troisième dimension qui est très importante. Il y a aussi également dans notre territoire beaucoup de pratiquants de sports d'outdoor qui comptent plus que beaucoup d'autres sur ces conditions météo pour savoir quelle discipline ils vont pouvoir pratiquer dans les jours qui suivent. C'est une responsabilité en plus sur vos épaules. Oui, c'est sûr qu'il y a tellement d'activités outdoor qui sont possibles ici et qui nécessitent vraiment des bonnes prévisions météo précises. En fait, en Haute-Savoie, quand on va faire des sports, notamment en altitude, en montagne, donc il ne suffit pas de savoir est-ce qu'on a besoin d'une veste imperméable ou pas, quoi. Il faut savoir c'est ce qui va faire froid, etc. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et donc pour ça, on a besoin de prévisions précises. Et c'est pas pour rien que historiquement, disons qu'il y a encore quelques années, bon, c'est encore possible, mais les prévisions météo, en fait, on les consultait sur un répondeur automatique. Et c'est pas pour rien que c'est la Haute-Savoie qui a toujours été en tête du nombre d'appels en moyenne sur une année, quoi. Vous le dites justement, c'est vrai que nous on a ce côté haute montagne qui sont je vais y arriver, prévisions presque à part entière. C'est un monde totalement différent. Est-ce que le climat, les vents, les nuages réagissent de la même façon justement sur les hauts massifs qu'au cœur des vallées? Non, pas tout à fait. En fait, dans les zones d'altitude, oui, on a des conditions météo qui sont un peu différentes. En général, par exemple, au milieu de la vallée, on va avoir un temps plus sec que sur le relief. Alors bien sûr, après, quand on va aller en altitude, eh ben, les températures étant plus basses, on a beaucoup plus de probabilité d'avoir des chutes de neige que des chutes de pluie, hein. Par exemple, si on a à Chamonix, si on a une limite pluie neige qui est à 2000 mètres, voilà, donc il y a toute la base d'altitude qui va être dans la pluie et en haut, on va être dans la neige, quoi. Donc c'est des conditions très différentes. En altitude aussi, il y a plus de vent, donc une sensation de froid qui va être accentuée par ce vent. Vous le disiez tout à l'heure justement, vous avez aussi la casquette de prévision des avalanches. Comment ça se passe de ce niveau-là? J'imagine qu'on ne se contente pas de compter entre guillemets les morts ou les coulées, ça va bien au-delà. Alors oui, bien sûr, notre travail, c'est d'abord de prévoir le risque d'avalanche, justement pour limiter le risque d'accident. Donc si en météo, maintenant, c'est vraiment essentiel d'utiliser des modèles qui prévoient le temps qu'il va faire, hein, enfin les conditions météo qu'on va analyser, que le préveniste va analyser. En prévision du risque d'avalanche, c'est différent. Pour l'instant, les modèles qui simulent le manteau neigeux ont plusieurs décennies de retard par rapport au modèle météo, et donc on travaille essentiellement avec les données qui viennent du terrain et avec l'expérience des nivologues, donc qui vont utiliser bien sûr aussi la prévision météo, puisqu'on fait la prévision pour le lendemain. Il ne suffit pas d'analyser ce qui se passe au jour le jour, quoi. Mais voilà, faut prévoir comment le manteau neigeux va évoluer demain, voire les jours suivants, quand il y a des situations très avalancheuses qui se dessinent. C'est des données qui sont bien sûr consultables. Ah, stop! Je sais pas pourquoi plugué. Enfin si, j'ai ma petite idée. Du presque direct. Ah bah c'est bon, c'est pas au milieu Oui, c'est ça. d'un long discours. Non, pas du tout. Enfin, je sais plus comment je commençais, mais de toute façon, on s'en fout puisqu'on la connaît pas. Magnifique. Ma question était tac 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 tac.
Sur les avalanches, oui. Ces données, justement, elles sont consultables par le plus grand nombre, par le commun des mortels, mais aussi par de nombreux professionnels, j'imagine, qui comptent dessus pour mettre en place tous les différents PIDA qu'on a l'habitude de connaître dans les stations de ski, mais qui, dans la vallée de Chamonix, concernent bien plus que les stations de ski. Oui, en effet, donc dans la vallée de Chamonix, en plus de cette prévision un petit peu globale que fait Météo France à l'échelle du massif, hein, qui sont consultables en effet par tout un chacun et tout à fait gratuitement, notamment sur le site de Météo France. On fait des prévisions locales d'avalanche. On en a deux sur Chamonix. Donc il y a la prévision pour la route du col des Montées. Donc c'est un avis d'expert pour les maires de Chamonix et de Valorcine qui décident ou non la fermeture ou la réouverture de la route. Ça, c'est un secteur vraiment très particulier, on le connaît bien sur la vallée de Chamonix. Il y a également le tunnel du Mont Blanc qui est pas problématique, mais en tout cas qui est surveillé à la loupe, on va dire. Voilà, il y a une autre assistance pour le tunnel du Mont Blanc. Donc là, c'est pas tellement des décisions de fermeture ou d'ouverture. Donc il y a en général quand même beaucoup moins de danger d'avalanche au niveau de la route du tunnel. Par contre, c'est un avis d'expert pour faire du déclenchement préventif d'avalanche, justement pour éviter qu'il y ait des avalanches qui puissent menacer ensuite la route. Et donc c'est vrai qu'on n'est pas comme dans les stations de ski où on peut quand même relativement facilement faire des déclenchements d'avalanche dès qu'il tombe par exemple 20 ou 30 cm de neige. Hein. Donc les stations, elles ont l'habitude de faire ça avant l'ouverture des stations. Là, on ne peut pas couper le trafic international du Mont Blanc pendant 1 heure à chaque chute de neige. Donc voilà, il y a besoin d'experts météo nivologues pour aider le tunnel du Mont Blanc donc à minimiser un petit peu le nombre de fermetures. Vous l'avez dit il y a quelques minutes, c'est vrai que pour connaître l'avenir, il faut déjà connaître un petit peu le passé, savoir comment ça s'est passé avant. Je reviens sur votre casquette de climatologue. C'est vrai, il y a beaucoup de données aujourd'hui, elles sont en train de se multiplier, des bases de données sur lesquelles on a un regard sur ces dernières décennies, dernières centaines d'années. Et c'est ces bases de données qui aujourd'hui nous permettent de comprendre le climat aujourd'hui, le dérèglement climatique et qui vont fournir aujourd'hui une base de données pour les générations à venir également. Oui, en effet, il y a de plus en plus de mesures. Par contre, c'est vrai que les mesures extrêmement anciennes qui permettent vraiment d'étudier le climat et le changement climatique, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Donc il y a un travail quand même qui est fait à Météo France pour réanalyser, récupérer, essayer de boucher des trous un petit peu dans des séries de mesures qui sont quand même relativement anciennes. Mais voilà, en fait pour étudier le climat, il faut nettement plus que 50 ans de mesures, quoi, à peu près au même endroit, quoi. Aujourd'hui, on en a conscience. Est-ce que justement les choses sont en train de changer? On est en train de passer un cap niveau prévision, niveau justement conditions météo? Que le climat soit en train de changer, oui, alors ça c'est vraiment flagrant, notamment sur la température. C'est extrêmement flagrant et ça s'observe vraiment partout, hein, en tout cas dans toutes les mesures qu'on a en France. Si on prend l'exemple de la Haute-Savoie, donc on a deux courbes de température extrêmement anciennes, hein, donc surtout Annecy qui remonte à 1876 et Chamonix à 1934. Donc donc là aujourd'hui on a Chamonix, si on se concentre un petit peu sur ce qui se passe à Chamonix, on voit que par rapport au début de l'ère pré-industrielle, hein, donc le 19e siècle, donc on sait que la planète elle s'est réchauffée en moyenne de 1,1 degré, hein, sur cette période, hein, depuis donc environ un peu plus de 150 ans. Et bien à Chamonix on n'est pas à 1,1 degré d'augmentation de température, on est à 2,8 degrés. Sachant que l'augmentation de température elle est même plus forte en été. Donc si on regarde, même c'est dans les 20 et 30 dernières années que le climat se réchauffe le plus vite. À Chamonix, on gagne 0,6 degrés par décennie en moyenne sur l'année. Sur l'été, on est à 0,8-0,9 degrés environ d'augmentation de température, donc sur la moyenne de juin à août. Donc c'est nettement plus fort que sur l'année. Et si on regarde même le pic de température, vraiment la température la plus chaude qu'on observe pendant toute l'année, hein, donc ça va être pendant l'été bien sûr. Là on est à 1,4 degré par décennie d'augmentation, ce qui est tout à fait considérable. Donc des valeurs que j'imagine vous avez bien entendu transmis au GIEC lors de la parution de son rapport dernièrement.
Alors bien sûr, le GIEC, lui, récupère des données qui viennent un peu de partout. Donc, mais de toute façon, Météo France est un acteur du GIEC. Donc, ces données-là, bien sûr, sont intégrées dans les travaux. Merci beaucoup en tout cas Gilles d'avoir pris quelques minutes de votre temps que l'on s'est chargé pour répondre à toutes ces questions. Avec plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Panorama, toujours ici même depuis le centre de Chamonix. D'ici là, passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Comme toute cette semaine, nous avons posé nos valises au cœur de Chamonix, juste sous le téléphérique de l'Aiguille du Midi, pour parler prévision, climat, météorologie. Et avec moi pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Yves-Marie Maquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc météorologue, navigateur, créateur du site internet Chamonix Météo et plein d'autres casquettes. On va y revenir dans cette émission. Mais dites-moi avant tout comment un Breton né en Bretagne a fini par atterrir à Chamonix aujourd'hui et de créer l'un des outils les plus utilisés de la vallée qui est Météo Chamonix. Parce que j'aimais faire du ski et que je suis régulièrement venu dès le début des années 80 passer les week-ends et puis de plus en plus de temps pour finir par décider de m'installer ici après avoir créé une société dont l'objet était de faire de l'édition de livres, puisque je suis éditeur de livres, moi ma vraie profession. Voilà. Ça a de l'intérêt pour la suite, notamment impliqué dans la création de collections documentaires, de vulgarisation scientifique, donc même si littéraire de formation, quand même très tourné vers la vulgarisation scientifique, beaucoup d'intérêt pour les sciences d'une manière générale. Faisais partie de l'équipe qui a créé la collection Découverte chez Gallimard Jeunesse, et c'était besoin d'expliquer, besoin d'établir toujours les liens entre les causes et les effets, besoin d'illustrer tout ça le mieux possible avec de belles images. M'intéresser à la météorologie une fois que j'ai été installé ici, c'était même pas évident, c'était l'ambiance. Ce lien avec la météo, vous l'aviez depuis votre prime enfance. Oui, puisque mon père avait un petit bateau, il m'emmenait naviguer avec lui, donc il faisait très attention, en tout cas quand j'étais là, pour pas que ça se termine à l'eau. Et c'était en Bretagne Nord, il faisait pas très chaud, beaucoup moins chaud que maintenant. Et effectivement, j'ai toujours été très sensible à la météo et puis très sensible à l'observation des conditions. Ce qui est important, puisque quand on réfléchit bien et qu'on regarde comment est traitée la prévision météorologique, même depuis l'Antiquité, c'est toujours un peu le même schéma. On observe la situation actuelle, on essaie de donner des quantités, des valeurs, température, pression, humidité, etc. Et puis à partir de l'état à l'instant T, celui où nous parlons, eh bien, on essaie de déterminer de quelle façon ça va évoluer en fonction d'autres connaissances qu'on peut obtenir par ailleurs, soit des états différents de la planète, de certaines régions, le vent qui souffle dans le sud-ouest de l'Angleterre, par exemple, pour savoir quel temps il va faire ensuite du côté de Cherbourg. Ça, voilà, le processus est toujours le même. Il y a un peu d'expérience en fait. Finalement. Oui, il y a énormément d'expérience et de sensibilité. Et donc le schéma donc, est toujours le même. On fait l'état des lieux, on établit la situation telle qu'elle est et on essaie de la quantifier le mieux possible. Et puis après, on a des systèmes d'extrapolation, de développement dans le temps des phénomènes atmosphériques et qui sont maintenant à la base de la prévision informatisée à l'aide de ce qu'on appelle les modèles météorologiques. Pourtant, c'est vrai que côté
Bretagne, côté plat pays, forcément il y a le facteur topologique en moins. Ici dans la vallée de Chamonix, on est entouré par des grandes barres rocheuses de plusieurs centaines de mètres. J'imagine que ça a un rôle Oui, prépondérant. énorme. Et ça complique tout, effectivement. Oui, ça complique énormément les choses. C'est beaucoup plus facile de suivre le trajet d'une dépression, par exemple. Enfin, l'état du ciel pendant le passage d'une dépression, front chaud, secteur chaud, plus front froid, avec les précipitations, le refroidissement rapide, etc. C'est plus facile à voir quand on est au bord de la mer ou quand on est avec un horizon sur 360 degrés que quand ici, là, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté du Mont Blanc. Sauf que, bien entendu, maintenant, on a les webcams. Mais, et puis qu'on a un tas d'autres moyens de voir. On a les satellites qui nous donnent des images très précises de l'état de l'atmosphère aussi sur toute la surface de la planète. Mais en tout cas, pour le commun des mortels qui se balade sur les sentiers, ici, c'est compliqué de savoir s'il n'y a pas un orage qui est en train de chauffer derrière les aiguilles rouges ou s'il n'y a pas une accumulation nuageuse derrière le massif du Mont Blanc côté italien qui peut être une sorte de prélude à un petit coup de feu, par exemple. Alors aujourd'hui, heureusement, on a les outils justement pour le savoir. Chamonix Météo en fait partie. C'est une vieille aventure maintenant. Ça fait 20 ans. 20 ans, le grand âge, l'âge de raison, je ne sais pas. Elle est partie comment justement cette aventure? D'un constat, j'imagine, il manquait quelque chose, il y avait une place à prendre concrètement à Chamonix? C'est-à-dire que à l'origine, ce qui manquait, c'était la gratuité des bulletins de Météo France, qui sont très bien faits. Le bulletin départemental de Météo France, le bulletin 74 pour nous, est quelque chose qui est très bien fait, qui répond parfaitement aux besoins des alpinistes notamment, des gens qui pratiquent la montagne. Et il se trouve que à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ça, on avait encore un accès Minitel à ce bulletin. Et puis Internet est arrivé, s'est développé tout doucement et d'un seul coup, le coût Minitel a augmenté. Donc les frais d'acquisition de ce bulletin de Météo France, très utile pour un tas de gens ici, ont augmenté. Et mon idée à moi, c'était que la sécurité d'une part, et puis peut-être une meilleure gestion de l'économie dans la vallée, serait mieux fondée sur un bulletin météorologique aussi précis que celui de Météo France, mais gratuit. Et sans pour autant... Et Internet, qui commençait à ce moment-là, nous donnait la possibilité de diffuser gratuitement cette information météorologique. Et à l'origine, j'ai eu à m'occuper de la création de Chamonix.com et non pas Chamonix Météo. Chamonix.com, qui est devenu par la suite le site officiel de l'Office de tourisme. Et quand on a démarré ce site Chamonix.com, une page avait été ouverte, une seule page, sur laquelle on posait la question aux internautes: qu'est-ce que vous voulez avoir comme information en priorité? Puis on avait des cases météo, remontée mécanique, etc. Et plus de 90% avaient répondu météo. Et le reste, c'était les ouvertures des remontées mécaniques. Alors c'était vite vu. Donc le bulletin, au départ, est né sur chamonix.com et était le bulletin de l'Office de tourisme, un peu par opposition avec le bulletin de Météo France. Alors il faut le souligner quand même, c'est pas les mêmes données que celles de Météo France. C'est pas Par la force des choses, ce sera le même climat, mais le calcul pour y arriver ou la méthode n'est pas la même. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais les services météorologiques européens et puis certains services, grands services par ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis, mettent en accès libre un certain nombre de données, dont celles qui résultent de leurs principaux modèles. Donc actuellement, on peut avoir accès aux données gratuites de Météo France, comme de tous les services météorologiques européens, notamment le service allemand, les services suisses, etc. Et ces données-là suffisent
amplement à faire le même travail que Météo France. D'ailleurs, moi j'ai des copains chez Météo France, ils utilisent souvent des modèles allemands ou modèles américains pour les confronter aux modèles qu'ils reçoivent automatiquement de Météo France. Actuellement, la mondialisation fait ses effets là aussi. Je pense que tous les gens qui s'intéressent à la météo à travers le monde peuvent à peu près avoir accès aux mêmes données. Il y a peut-être des trucs qui échappent, mais en tout cas, ce qui suffit à faire une prévision météorologique à une semaine, si vous voulez, là tout le monde y a accès pratiquement. Alors il y a peut-être des petits délais, peut-être que Météo France reçoit ces données un petit peu plus vite qu'elles ne sont publiées sur les sites qui ont la possibilité de les republier derrière, mais c'est peut-être de l'ordre d'une heure, 2 heures, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je fais mes bulletins du matin avec les sorties, ce qu'on appelle des runs, des modèles de Météo France, des modèles allemands et des modèles suisses. Alors ça, c'était forcément à la base, ça continue toujours aujourd'hui, mais entre-temps, il y a eu une explosion, entre guillemets, de la fréquentation du site. Alors, de Chamonix.com au début et de Chamonix Météo par la suite. Vous vous attendiez à un tel succès ? Non. Sincèrement non, mais on ne pouvait pas s'y attendre puisque c'était les débuts de l'Internet et personne n'avait la moindre idée de ce que ça représentait. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vu les statistiques de fréquentation, on ne savait pas quoi dire. On savait qu'il y avait du monde qui venait à Chamonix, il y avait beaucoup de coups de téléphone, il y avait beaucoup de demandes d'informations, mais ça a sans doute été aussi un des facteurs de développement de l'Internet pour l'information touristique et pour le loisir aussi. J'avais lu que vous avez passé le million de vues en un laps de temps assez court. Oui, ça arrive. Alors, il est juste aussi de dire que la fréquentation a baissé depuis 1 an et demi avec le Covid. C'est pas énorme, c'est de l'ordre de 12-15%. Ouais, quand même. Mais c'est significatif. Cela étant, oui, en cours d'année, on a plusieurs mois qui dépassent le million de vues, de pages vues. C'est quand même un signe de bon augure. Vous souvent, pensez que la courbe, elle continue aujourd'hui malgré le Covid ? Non, ça s'est stabilisé, mais on a vraiment eu l'année dernière, enfin il y a 6-8 mois à peu près, on a eu une baisse assez nette. C'était après le départ du premier confinement. En fait, le premier confinement est arrivé peu avant le début de la saison hivernale normale ici, qui est le moment où on a un pic de fréquentation traditionnellement. Et là, on a constaté non plus un pic, mais une baisse de la fréquentation. Donc ça veut dire que probablement les gens une fois confinés, ont admis qu'ils ne viendraient pas à la montagne et ont cessé de s'intéresser aussi précisément que d'habitude aux conditions météo. En revanche, sur les webcams qui étaient publiées à ce moment-là, on avait plus de fréquentation, ce qui veut dire que les gens compensaient quand même en essayant de se faire une idée de ce qui se passait sur le plan météo dans la vallée. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à toutes ces questions. On pourrait passer 1 heure à discuter, malheureusement. C'est vrai que l'émission ne fait que 13 minutes. Yves-Marie, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ce temps-là. Et puis bonne chance et bonne continuation pour la suite. Et puis merci à toutes de votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Panorama. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt sur 8 Mont Blanc. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce 3e épisode de Panorama consacré à la montagne, à la météorologie et aux conditions en altitude. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Frédéric Jarry, bonjour. Bonjour.
Tu es donc chargé de mission à l'ANENA, spécialiste des avalanches, en charge du bilan, ou en tout cas de la base de données qui gère le nombre d'avalanches chaque année. C'est une base de données qui existe depuis déjà plusieurs années et qui commence à avoir un petit peu, on va dire, de recul sur les choses pour finalement en faire quelque chose de ces chiffres. C'est pas juste des chiffres qu'on cumule comme ça. Non, c'est pas juste des chiffres qu'on cumule comme ça. C'est une base de données qui existe depuis 1971, en fait, depuis la création de l'ANENA. Elle existe sous forme papier pour les archives. Et puis depuis 1999, elle est numérisée. On a un logiciel qui permet de traiter les données et qui permet effectivement de sortir des stats. Alors concrètement, suivre le cumul des avalanches, des coulées, des morts dans les coulées, ça sert à quoi et c'est destiné à qui? Alors ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre de faire déjà basiquement un bilan annuel qu'on va pouvoir après comparer dans le temps et pouvoir voir peut-être les évolutions, et ça va nous servir pour savoir si finalement le secours, la prévention, ça a une action, en tout cas ça a des effets. Ça va servir pour la prévention parce qu'on va retirer certains éléments de cette base de données. Je pense par exemple à l'équipement des personnes avec le détecteur de victimes d'avalanche. On s'est aperçu grâce à cette base de données qu'il y avait une augmentation du nombre de personnes équipées. Ça peut servir aussi pour des études, on va dire, un peu plus scientifiques. Ça nous est arrivé par le passé de travailler avec des scientifiques au niveau international pour donner nos données et pour le coup avoir des études qui vont porter notamment sur la dernière étude sur les airbags et sur l'efficacité des airbags. Une grosse partie des données de cette étude sortait de la base de données française. Avant de revenir justement sur les modalités de recherche et d'études qui vous permettent d'avoir ces chiffres, concrètement, aujourd'hui, on ne va pas dire que une année ne ressemble pas à la précédente, parce que ce serait un peu facile, mais est-ce qu'il y a des points communs ou est-ce qu'il y a des tendances depuis 78 qu'on peut observer? Alors c'est vrai qu'il y a des grosses variations interannuelles sur le nombre d'accidents d'avalanche, sur le nombre de décès. Il y a des grosses variations interannuelles, mais depuis 71, on a constaté entre 70 et 80 une augmentation du nombre d'accidents d'avalanche et du nombre de morts qui était lié à l'augmentation de la fréquentation de la montagne, on va dire, à titre de loisir. Et à partir des années 80, finalement, on constate quelque chose qui est beaucoup plus stable, donc une tendance qui est beaucoup plus stable, voire une quasi-stabilité et pas d'augmentation du tout, avec un chiffre d'accidents mortels et de décès qui reste. Alors les accidents mortels, c'est 20 accidents mortels par an en moyenne et 30 décès par an. Et cette moyenne, territoire français. Ouais, territoire français. Donc l'ANENA tient le bilan officiel pour le territoire français. Donc tous les massifs français, pas seulement les Alpes et les Pyrénées, ça va jusqu'au Vosges, le Jura, le Massif central. Et donc on a cette tendance qui est plutôt, on va dire, intéressante parce qu'on a cette linéarité, le fait que ça n'augmente pas trop, alors qu'on sait très très bien que les 10-15 dernières années, on a une très très forte augmentation de la fréquentation. Donc si on pouvait mettre en chiffres relatifs les décès par rapport à la fréquentation, on constaterait une baisse en fait du nombre voilà, une baisse. Alors ça se calcule comment, entre guillemets? C'est-à-dire que pour avoir les chiffres, le cumul des avalanches, il ne faut pas juste être au bord de sa fenêtre avec une paire de jumelles et compter à la fin de la saison combien il y en a eu. J'imagine que ça va beaucoup plus loin que ça et avec des outils un peu intenses ou un peu plus techniques. Alors, pas forcément en fait, pas beaucoup plus technique que ça. On s'appuie essentiellement sur les rapports des secouristes en fait, donc PGHM, CRS, sapeurs-pompiers, certains services des pistes, donc pour collecter l'information. Clairement, je vous le dis, pour avoir une info sur un accident d'avalanche, notre première source c'est la presse. L'info est descendante via la presse, la plupart du temps, pas que. Et après, en fait, on va faire le travail de recherche. Ce matin même, j'étais ici à Chamonix, au PGHM, pour collecter des informations via les PV, donc les procès-verbaux des gendarmes secouristes, donc des infos un peu plus précises que ce que j'avais eu pendant l'hiver. Donc il y a un premier travail qui est la collecte, on va dire, régulière pendant l'hiver des faits. Et après, il y a un travail de collecte un peu plus approfondi via notamment les PV, via des recherches un peu plus approfondies qu'on peut faire par ailleurs, par exemple avec le réseau nord-alpin des avalanchers, enfin voilà, ce genre de choses. Donc je vais aller à la pêche en fait de plusieurs sources pour pouvoir faire ce travail.
Et depuis quelques années, on a une aide assez précieuse finalement d'une base de données qui est en ligne, qui est Data Avalanche, qui a été créée par l'association créée par Alain Duclos, où les gens en plus vont eux-mêmes aller mettre en ligne des incidents ou des accidents, des petits accidents qu'ils ont eu en montagne, où là on a une nouvelle source de données qui vient alimenter aussi la base. Elle permet quoi finalement aujourd'hui cette base de données? Au-delà d'avoir un petit peu les chiffres, est-ce qu'elle peut permettre un peu plus de prévention? Est-ce qu'elle peut permettre d'anticiper d'autres phénomènes? Alors cette base en fait, elle permet de faire un peu mieux la prévention peut-être et de faire des focus par exemple en prévention sur certains aspects. Voilà. Quand je suis arrivé à l'ANENA dans les années 2000, le gros message qu'on avait à l'ANENA, c'était équipez-vous d'un DVA. On s'est aperçu avec la base de données que ce message finalement il était entendu d'une certaine façon par les pratiquants. On a constaté une forte augmentation de l'équipement en DVA à la fois par les randonneurs et un peu moins, mais aussi par les gens qui font du hors-piste. Et ce message, on sait maintenant qu'il est entendu. Maintenant, le message qu'on doit porter et qu'on porte, c'est formez-vous avec le DVA. Et on se rend compte aussi avec cette base que ce message il commence à être entendu parce qu'on a de plus en plus de randonneurs, ou plutôt des randonneurs, je vais dire, qui, une fois que les secours arrivent en fait, sur site, quand l'accident était un peu grave, les gens qui étaient sous la neige sont déjà sortis par les compagnons. Donc on voit en fait que ça peut alimenter, donc cette base peut alimenter notre connaissance un peu plus précise de l'accidentologie et permettre après de mieux calibrer nos messages de prévention, qui restent quand même assez généralistes d'une certaine façon, mais qui permettent quand même un peu d'être mieux calibrés. Alors, ces dernières années, il y a aussi toute la nomenclature du prévision des risques d'avalanche qui a changé également. C'est quelque chose qui était nécessaire, c'était plus dans l'air du temps, c'était plus assez précis, ou c'est à contrario les données qui ont évolué et qui ont permis d'avoir un peu plus de visibilité? Alors, on va dire que le BRA qui est fait par donc le bulletin d'estimation des avalanches qui est fait par Météo France, il a évolué parce qu'il y a une évolution aussi au niveau international. Donc les choses qu'on trouve à l'heure actuelle dans le BRA, ce sont des choses qu'on retrouvait déjà il y a quelques temps en arrière dans des bulletins suisses, canadiens, enfin voilà. Et effectivement, il y avait une volonté de notre côté en tout cas que le bulletin français évolue. Donc l'ANENA a un peu poussé aussi Météo France là-dedans, mais on n'était pas les seuls acteurs là-dessus. Et effectivement, on retrouve maintenant des choses un peu plus précises, notamment sur les situations avalancheuses typiques dont on sert nous dans nos formations, la rosace et tout ça. Donc, pour le coup, les statistiques n'ont pas vraiment aidé sur l'évolution de ces BRA. C'est plutôt un contexte plus général international. Alors, certes, les BRA ont évolué, mais il y a aussi toute la pratique de la montagne qui a elle aussi beaucoup évolué. Chaque année, il y a des nouvelles disciplines, chaque année, il y a des nouvelles prises de risques. Est-ce que c'est facilement suivable, si on peut dire? Est-ce qu'on arrive à toujours adapter la base de données aux nouvelles données? Ça peut être une difficulté, effectivement, mais la base a été conçue de façon à ce qu'on ait toujours les grandes catégories, on a toujours des catégories autres. Là, cette année, on a eu un accident, alors non mortel heureusement, mais un accident en snowkite. C'est la première fois que j'ai un vrai accident comme ça en snowkite. Et pour le coup, il ne rentre pas dans la catégorie randonnée, il ne rentre pas dans la catégorie hors-piste, donc il rentre exceptionnellement dans la catégorie autre. Si effectivement à un moment donné on avait beaucoup d'accidents dans cette catégorie, on serait obligé de reformuler une catégorie spécifique pour celle-là. Pour l'instant c'est à la marge, donc ça reste dans le autre et on sait que c'est cet autre, ça sera cet accident-là. La montagne, elle aussi, évolue. On parle de réchauffement climatique. C'est vrai encore plus sur nos monts enneigés que partout ailleurs. Est-ce qu'à travers les chiffres, on le ressent aujourd'hui? Non, c'est pas quelque chose. A priori, c'est pas quelque chose qu'on ressent, en tout cas pas encore. Ça vaudrait le coup, je l'ai pas encore fait, mais ça vaudrait le coup de peut-être voir les altitudes des accidents, mais c'est pas encore quelque chose qu'on peut mesurer, quoi. Et demain, c'est quoi les potentielles évolutions justement de la base de données, des missions de l'ANENA même en général? Elles resteront les mêmes. Alors après, ça dépend à quelle échéance, mais on a encore de la neige pendant un petit moment. Malgré tout. On croise les doigts. Alors on aura certainement des bascules sur les altitudes, mais tant que la pratique peut se faire, et elle va se faire encore
sans doute un petit moment. Tant que les pratiques se feront, on aura toujours, je pense, des accidents d'avalanche, donc peut-être à plus haute altitude, peut-être sur des saisons qui seront raccourcies, mais on aura toujours une accidentologie en place et de la prévention à faire. Je reviens sur cette année 2020-2021, alors qui était très très particulière parce que forcément il y a eu le confinement, l'arrêt des stations, des remontées mécaniques, pardon. Beaucoup de gens qui se sont mis au ski de randonnée. J'imagine que pour vous ça n'a pas dû être très très simple justement de tirer des bilans et en plus avec une météo qui était particulière également. Alors le bilan a été très très particulier cette année. On a eu pas mal d'infos quand même, mais le bilan était très particulier et notamment parce que justement on a eu que des accidents en ski de randonnée. Forcément pas dans la section hors-piste, dans l'activité de hors-piste, que des accidents en ski de randonnée. Beaucoup d'accidents aussi. Très nombreux accidents avec à la clé malheureusement 40 décès. Donc c'est un bilan exceptionnel. L'année dernière, c'est un vraiment bilan exceptionnel. Et puis un mois de mai qui avait été très très particulier aussi. Bilan particulier qui va un peu rester dans les annales parce que justement on a cette activité de randonnée qui a été très très fortement impactée et qui peut venir justement un peu faire varier trop fortement les tendances sur cette activité-là. Côté haute montagne, j'imagine que là aussi on a les chiffres, mais le risque de la plaque avant est autre, on va dire, que par rapport à une coulée entre guillemets lambda de moyenne montagne. Après non, une avalanche, qu'elle soit moyenne montagne, haute montagne, on va dire c'est quasiment tout le temps la même chose. Ça va être une plaque déclenchée par, un accident, ça va être une plaque déclenchée par la victime ou ses compagnons aux abords de la plaque. Donc que ça soit haute montagne ou moyenne montagne, ça va être à peu près pareil. On peut peut-être avoir des différences sur les longueurs d'avalanche, sur les cassures et encore. Il n'y a pas vraiment de différence. Pareil, côté sérac, vous prenez en compte Ouais, en fait, on va prendre en compte toute avalanche qui a une cause soit accidentelle, soit naturelle. Si ça a une cause naturelle, du moment que l'avalanche emporte une victime, on va la compter. Je prends l'exemple d'une avalanche qui a eu malheureusement ici cette année sur la commune de Passy. C'était une avalanche naturelle, un départ spontané qui a entraîné la victime, malheureusement, qui était au mauvais moment, au mauvais endroit, qui a entraîné la victime au-dessus de barre, on va la compter. Voilà, c'est comme ça. Et si c'est un sérac qui tombe et qui déclenche une avalanche qui va emporter des victimes, on la comptera aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cet hiver? Parce que vous, la saison n'est pas près de s'arrêter, j'imagine. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que les gens écoutent les messages de prévention à la fois générales et locaux et ponctuels qu'on peut faire dans la saison. Parce que quand le PGHM, quand la météo, quand l'ANENA, quand les fédés lancent des appels à la prudence sur certaines journées, c'est pas pour du beurre. C'est vraiment qu'il y a des gros risques, quoi. Donc, et que les gens écoutent ces messages et qu'ils se retiennent un peu ces jours-là, quoi. Top. Merci beaucoup Frédéric, en tout cas d'avoir pris du temps et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci à toi. On est déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain pour un dernier numéro de Panorama. D'ici là, passez une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour le dernier panorama de la semaine. Et comme toute cette semaine, on était donc au cœur de Chamonix, juste au pied de l'aiguille du Midi, pour parler conditions haute montagne, météorologie, bref, un grand débat. Et aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Antoine Brulport. Bonjour. Salut Manu. Merci d'être là. Donc, tu fais partie de l'Office de haute montagne. Alors déjà, pour les néophytes qui ne sont pas forcément de la vallée ou pas forcément montagnards, l'OHM, en quelques mots, ça consiste en quoi? Alors l'OHM, c'est l'Office de haute montagne. En fait, c'est une structure qui a été créée en 1972, pour enseigner un peu les alpinistes amateurs sur les conditions en montagne. Donc pour qu'ils aient accès à de l'information, des topos, des prévisions météo, voilà, tout ce genre d'infos. Et du coup, depuis 2001, en fait, ça a fusionné avec la SCSM, Société de... Je savais que j'allais me tromper. Ça a fusionné donc en 2001 pour donner lieu à la Chamoniarde. Donc ça regroupe l'Office de haute montagne, la SCSM, Société Chamoniarde de secours en montagne, voilà, qui avait été créée en 1948 pour gérer le secours en montagne par des guides. Ouais.
Donc on le disait, c'est vrai qu'il y a le rôle de sensibilisation, il y a le rôle d'information. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu finalement l'office de tourisme de la haute montagne, on peut le dire comme ça. C'est ça, de la haute montagne et même de la montagne, hein. On accueille aussi beaucoup de randonneurs qui viennent se renseigner. C'est même peut-être une des grandes parties de nos clients, entre guillemets, ouais, Alors, si je peux les appeler tels quels. concrètement, ils viennent chercher quoi les gens? C'est de l'information, mais c'est très très large l'information. C'est quoi les questions qui vous sont le plus fréquemment posées? Oula, alors les questions, ça va être beaucoup sur la météo. Alors nous, on n'est pas prévisionniste, hein, donc on insiste sur le fait que c'est bien qu'ils regardent eux les prévisions. Après, nous, on leur donne volontiers un avis, parce que bon, nous, on connaît un peu le massif, on connaît un peu la météo, si on est en flux de sud-ouest, des choses comme ça. Là, on peut leur amener un peu notre expertise, notre avis, pour les conforter dans leur choix, ou alors au contraire, peut-être les freiner. C'est beaucoup sur la météo, ça peut être beaucoup sur les conditions après en haute montagne. Ouais. Voilà, ça c'est notre vrai rôle, c'est donner des infos dans la mesure du possible factuelles sur les conditions des itinéraires de montagne. Donc ça peut être du sentier, mais aussi de la haute montagne. Ouais. Alors la haute montagne, justement, on y revient. C'est vrai que les conditions là-haut ont beaucoup changé ces dernières années. On parlait de fonte de permafrost, de recul des glaciers. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, ça change l'image, la face de la haute montagne? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire qui étaient possibles avant? Est-ce qu'il y a des itinéraires qu'on ne peut plus emprunter qui étaient des classiques il y a quelques années? C'est sûr que quand on sait que dans les Alpes, hein, ça s'est réchauffé quand même beaucoup plus vite qu'ailleurs. En gros, on estime qu'il y a eu plus de degrés depuis 1950 dans les Alpes, ce qui est plus qu'ailleurs où c'est, je crois, plus 0,7 en moyenne. Et du coup, l'état de la haute montagne, il est clairement impacté par ce réchauffement parce que déjà le réchauffement il est plus important et en plus c'est un milieu qui est quand même sensible. Alors ça se ressent quand même beaucoup l'été, moi personnellement je trouve. C'est vrai que l'hiver, c'est maintenant depuis quelques saisons, on observe pas mal de fois où il va pleuvoir à 2002, 2003, en plein hiver, en plein mois de janvier. C'est vrai que les températures elles font un peu le yo-yo en hiver, on a des hivers un peu à trait d'union, on dit nous. Voilà. Après sur les conditions, l'hiver c'est sûr ça va être plus compliqué de choisir un peu ses sorties de ski de rando, mais ça va, c'est vraiment après quand on arrive sur l'été où là ça a vraiment impacté la haute montagne, l'activité. C'est vrai que finalement c'est l'alpinisme qui a beaucoup. Ouais, c'est l'alpinisme, ouais, exactement. Et du coup là pour résumer, on pourrait dire que ça impacte du coup les itinéraires en eux-mêmes qui se retrouvent plus longs, plus compliqués, plus techniques. Après on observe aussi un changement dans la saisonnalité, donc c'est vrai que les périodes favorables pour les courses de neige et mixtes principalement, hein, c'est beaucoup plus tôt dans la saison. Ça va être au printemps, début d'été. Et après, quand on arrive déjà mi-juillet, je parle pas de cet été parce que ça a été particulier. On avait des super conditions encore. Dans les faits, la verte début août, ça c'est fini. La verte début août, c'est rare. Surtout par le couleur Whymper, mais cette année, si ça se trouve, il y avait des itinéraires qui se faisaient début août, alors que les autres années, pas du tout. Mais c'est vrai que moi, je compare ça me faisait souvent sourire, parce que vu que je suis quand même principalement skieur, et quand on sait que le couloir en Y à l'Aiguille d'Argentière, ça a été ouvert à ski en mois de juillet, le Whymper à la verte au mois de juin, le Couturier au mois d'août. Dans les années 70, donc maintenant on n'imaginerait plus du tout ça. Quand on voit le couloir Whymper en plein mois de juillet, c'est un tas de cailloux, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. Donc oui, c'est clair que là, c'est compliqué. Ce qui m'amène à la question suivante, c'est comment vous avez toutes ces informations, tous ces retours d'altitude? J'imagine que pour la petite équipe que vous êtes, 3 à 5 personnes à l'Office de haute montagne, c'est pas vous qui allez sur chaque glacier tous les matins pour savoir comment ça se passe? Non, on aimerait bien aller tous les matins, hein, mais on peut pas. Après, on y va pas mal sur notre temps libre. Les infos, comment on les a, on a déjà un peu chacun notre réseau personnel. Les copains, ceux qui y vont. Nous, on y va aussi, donc c'est vrai que quand on pratique la montagne, ça permet d'avoir c'est la meilleure info parce qu'on sait que c'est la nôtre. Après, on travaille beaucoup avec les guides, qui sont quand même les guides et les autres professionnels, donc ça va être les guides qui sont sur le terrain, les gardiens de refuge. Après, on essaye d'avoir des retours par les gens qui nous sollicitent pour avoir des infos.
Parce que comme je dis souvent, il y a beaucoup de monde qui nous appelle pour nous demander des conditions, mais très peu qui nous en donnent. Donc des fois au téléphone, on n'hésite pas à dire si vous y allez, dites-le nous et faites-nous un retour. Et les gens ils jouent souvent le jeu. Ouais, après, ce qui est compliqué, et même de notre part ou de la part des professionnels, c'est vraiment d'avoir des conditions factuelles en fait. De dire, pas dire c'était bon, c'était bien, parce qu'en fait Du ressenti. c'est du ressenti, mais voilà, la rimelle elle passe là à cet endroit-là, comme ça, le pont il est épais, enfin voilà, nous on essaye de faire ça, mais c'est pas toujours facile. Est-ce que les gens qui vous appellent justement, qui sont demandeurs de ces informations, ils les acceptent à la fin quand vous leur dites « Ah, c'est mort, il faut changer votre fusil d'épaule, etc. » C'est facile à accepter pour eux ou... Alors ça va être des fois avec la météo, et puis depuis quelques années, justement avec ce problème de changement des saisons où il faut anticiper ses courses. On a remarqué quand même que depuis 2-3 ans, ça y est, c'est un peu rentré. On n'a plus vraiment de gens qui arrivent au mois d'août et qui veulent faire du mixte. Mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, il y avait beaucoup d'alpinistes qui venaient au mois d'août à Chamonix pour faire des courses mixtes. Et du coup, ils se retrouvaient, on leur disait, non, mais là, il n'y a plus rien en condition, faire du rocher. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même moins, c'est un peu rentré dans les mœurs, j'ai envie de dire. Et après, les gens, il y en a, ouais, il faut insister. Après, souvent, ils vont aller sur le terrain et puis ils vont comprendre par eux-mêmes, hein, ils vont voir les conditions. Mais non, en général, ils nous écoutent. C'est pour ça qu'en général, ceux qui viennent nous voir, c'est pour C'est pour avoir... ça qu'ils vous appellent aussi. Voilà, donc après, ouais. Il y a aussi un autre rôle de l'Office de haute montagne, c'est celui de sensibilisation et de formation, notamment auprès du jeune public avec la mise en place de l'opération Prevrisk qui existe depuis quelques années. Ouais, alors ça se passe au pôle Montagne Grise, donc c'est une exposition. Donc pour venir, c'est vrai que nous on est basé à la Maison de la Montagne, donc où il y a l'école du ski français, la compagnie des guides à côté de l'église, et donc il y a un bureau qui s'appelle vraiment l'Office de haute montagne où il y a il y a nous, il y a les topos, des cartes, de l'info, et dans la salle à côté il y a une exposition sur les risques en montagne, et là il y a un animateur du coup qui effectivement reçoit donc toutes les classes de CE2 et de 5e de la vallée. Ils font des animations au pôle Montagne Risque, après ils vont sur le terrain, ils vont aussi à la DZ des Bois. Donc voilà, c'est vrai que ça fait pas mal de jeunes qui passent, et on reçoit aussi des classes qui sont en vacances. Donc c'est vrai que le jeune public, on considère que c'est super important. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que les messages que vous transmettez auprès du jeune public, ça passe mieux, ils sont plus ouverts, ils sont plus réceptifs que déjà des gens qui ont des notions de montagne, entre guillemets, sont plus difficiles à changer? Je sais pas si je pourrais avoir vraiment un avis là-dessus. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par Prevrisk, jeunes ou Prevrisk enfants, qu'on revoit plus tard, parce que maintenant ils sont grands, ils vont en montagne, donc ils nous connaissent. Des fois, ils reviennent en stage au lycée ou quoi, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Oui, je pense que petit à petit, déjà ça fait connaître la Chamoniarde, ils n'hésitent pas à nous solliciter, et en termes de prévention et de formation, je pense que tout ce qui peut être fait, c'est bon à prendre. Donc ouais, c'est sûr que plus on a de jeunes de la vallée, mieux c'est. Ouais. Ouais, ça j'imagine bien, et c'est une preuve que le travail fonctionne par la force des choses. Au fil des années, on l'a dit, le milieu évolue, les pratiques évoluent. Chaque hiver, il y a de nouvelles disciplines de glisse sur nos monts, un petit peu dans tous les sens. Est-ce que c'est pas difficile de suivre le rythme finalement? On essaye de s'adapter, on essaye d'anticiper un petit peu, mais par la force des choses, on va pas plus vite que la musique. Après, nous, on essaye de s'adapter déjà dans les renseignements qu'on essaie d'avoir. C'est vrai que depuis quelques années, c'est beaucoup la pentraide qui s'est développée. Hein. Depuis 5 ans, c'est quand même un sacré essor. Donc nous, on essaie de s'adapter à ça, d'avoir les infos, de communiquer dessus. Parce qu'il y a toujours ce risque de la pentraide, c'est beaucoup la surfréquentation. Dès qu'il y a quelque chose qui est en condition, il y a beaucoup de monde au même endroit. Et dans notre formation, et là, ça devait être fait l'année dernière, mais on a un nouveau projet qui s'appelle Step by Step. Donc c'est d'encadrer une équipe des jeunes, donc entre de mémoire 18 et 25 ans, sur plusieurs week-ends dans la saison pour les amener petit à petit à la haute montagne et surtout au ski de pentraide.
Que de toute Donc, façon, ouais. même Donc clairement, nos formations, on essaye de suivre l'évolution. Ouais. comme tu le disais, c'est vrai que de toute façon, même si des gens ont des notions ou ont fait une ou deux expériences, se reformer derrière, refaire un petit coup de rappel, ça fait jamais de mal. De toute façon, et c'est un peu ce que vous proposez aussi. Ça fait jamais de mal à personne, même aux plus experts d'entre nous. Ça, c'est une certitude. Au contraire, ça peut corriger des mauvaises habitudes des fois qu'on a pris. Et puis c'est vrai que des fois, il y a des techniques qui évoluent, des méthodes, des connaissances. Donc c'est bien de se former. Et dans nos formations, c'est vrai qu'on voit régulièrement les mêmes personnes. Ouais. Donc ça peut être dans les formations hiver, sur plus ce qui est sauvetage avalanche, ou alors l'été, dans les formations rochers, manip de corps, tout ça. Ouais, on voit souvent les mêmes gens. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Antoine d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et puis courage pour les saisons creuses, je pense, qui arrivent un petit peu. Ou Ouais, non, là, même pas depuis une semaine, on dirait que ça se calme. Et après, il y a encore des assez belles conditions en montagne. Donc je pense qu'il y a du monde qui profite. Ouais. Ils ont bien raison. Après le mois de juillet compliqué. On ouais. est bien d'accord. Maintenant, c'est à nous aussi un petit peu. C'est de ça, profiter. exactement. Merci beaucoup en tout Merci cas. à vous. Et puis merci à vous tous de votre fidélité à Panorama. On se retrouve très très vite pour 2 prochains numéros dans plusieurs endroits des Pays de Savoie. D'ici là, je vous souhaite tout de bon. À bientôt sur notre antenne.